Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne. On va construire ensemble une réplique. Alors pas n'importe quelle réplique, une réplique un peu en Lego technique. Donc ça c'est MK14, c'est Moulking qui fait ça. On va savoir qu'ils ont toute une gamme de répliques. C'est pas du tout sponsorisé, hein. C'est pas eux qui me l'ont envoyé, c'est quelque chose qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et pour cette vidéo du coup j'ai prévu de vous tourner ça en 2 caméras. Et pour rendre la chose intéressante, pendant mon montage, en fait, je vais tout simplement répondre à vos questions de la FAQ. Donc, je sais pas, je vais me lister à peu près toutes les 5-10 minutes, je vais lire une question, et comme ça permettra un petit peu de meubler la vidéo, parce que me voir assembler une réplique pendant 1 heure, je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour vous. Donc, du coup, on est parti. À savoir que cette boîte, je ne l'ai même pas déballée, il y a encore les scotch d'origine. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner, puisque normalement, dès que j'ai un colis, des fois, il arrive même pas. J'attends même pas d'être rentré chez moi. Dans la voiture, il est déjà ouvert. Donc là, j'ai vraiment pas voulu me spoiler. On va voir ensemble ce que ça contient, ce que ça vaut, si ça vaut le coup, si ça fait une réplique bien finie. On pourra même éventuellement se faire un délire, vu qu'elle tire des projectiles, d'essayer de la passer au chrony, voir quelle puissance ça développe, entre guillemets. Mais voilà, enfin, vous l'avez compris, c'est plus pour la collection. Donc allez, on est parti, on va ouvrir ça ensemble. Attendez, je vous mets le micro, la SMR. Il est trop court. Bon, vous me direz si c'était ASMR ou pas. Allez, on déballe ça. J'essaie de pas dégommer la boîte. Ah bah il y a du scotch partout. On peut recommencer la ASMR. Incroyable. Je suis pas convaincu que ce soit très ASMR, mais bon. Alors là, on va pouvoir déballer ça. Je replace le micro. Ah ouais, d'accord. Ah, je m'attendais, je suis tellement déçu. Je m'attendais à pouvoir lever la boîte et avoir tous les sachets d'un coup, mais non en fait. Hop, on va pelleter ça. Ah ouais. Ok, il y a quand même quelques pièces. Tac. Belle lunette, hein. Putain, ça rigole pas. Je me demande même si ça peut pas se monter sur une vraie réplique pour le coup. Bon, normalement il y a une ouverture facile là, mais vous l'avez vu, je suis team zéro patience, hein. Mama, la lunette. Full plastique. Ils ont repris un type de montage Picatinny, mais je suis pas certain que ce soit du vrai Picatinny, ça me paraît pas assez large. Bon, soit. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de répondre à votre première question? Alors les questions, je me les suis mis là. Vraiment le mec à l'ancienne, il s'imprime les questions. Je suis mort. Mais c'était pour être sûr de pas en oublier et de les lire un petit peu dans un sens où elles se suivent un petit peu, de pas partir dans tous les sens. Donc du coup, première question, elle a été posée par Jocelyn Anota 5446. Et la question, c'était tout simplement quelle a été ma première réplique. Alors ma première réplique, je suis tout de suite parti sur une Scarel Marwick. Si tu veux en savoir plus sur cette réplique, je en parle beaucoup plus en détail dans ma vidéo justement où je présente ma collection. Donc je t'invite à aller la voir. Allez, on va peut-être lire la notice, parce que si je commence à déballer tous les sachets, on n'est pas rendu. Hop. D'accord, numéro 1. Ouais, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir tant de sachets que ça au final. 1, 2, 3. Bah c'est simple. 1. Attends. Ça commence bien, j'ai déjà plusieurs numéros 1. Bon. Ah, il y a 1, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 1. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouh là, je pense que j'ai la gearbox entre les mains. Je vous montre ça. Ça promet. Bon là, je pense que sur ça, on est au moins sur un M90 là. Numéro 3. 1. Là, le premier. Est-ce que ça vous dirait pas que je fasse un petit peu de place là? Allez, 3, 2, 1. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Allez, on va pouvoir commencer le montage. Allez, on est parti. Négo technique. Allez, faites-moi vos pronostics là dans l'espace commentaire. En combien de temps je vais assembler cette réplique? Sachant que je ne sais pas combien de pièces il y a. C'est pas écrit sur la boîte. Alors sur la boîte, c'est écrit 14 ans et plus. Et 1606 pièces. Ah, je pense que ça va quand même me prendre l'après-midi cette affaire. Bon, est-ce que ce serait pas le moment, avant d'ouvrir le premier sachet, de répondre à la deuxième question? Deuxième question, c'est: as-tu testé les GBBR? Préfères-tu les EBB? C'est une question de Rémi Buisson. Alors, les GBBR en réplique d'AR, j'ai pu essayer
mais pas vraiment en jeu en fait, juste sur des pas de tir. J'aime bien la sensation que ça procure, c'est vrai que c'est vachement immersif. Maintenant, oui, je préfère clairement les EBBR, puisque je trouve qu'on a un peu l'immersion des GBBR sans les contraintes. Pour ceux qui ne savent pas du tout, un EBBR, c'est une réplique qui a du recul, qui simule un recul, puisque sur un AEG classique, bah, c'est juste un moteur qui tourne et ça fait clac, 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 mais il n'y a pas de sensation de tir. Alors que sur un EBBR, il y a une culasse mobile qui fait claquer et qui reproduit un petit peu le recul. Alors attention, on n'est pas du tout sur le recul d'une vraie arme, mais par contre, ça amène un petit peu d'immersion et ça copie un peu ce que fait un GBBR. Un GBBR, c'est une réplique gaz, blowback, du coup, qui vient, qui, elle, pour le coup, tape vraiment un vrai kick. Donc voilà, c'est ça la question. GBBR, c'est vrai que c'est immersif, mais par contre, de tourner au gaz, ça pose des problèmes l'hiver. Je trouve que c'est pas jouable dans toutes les conditions et ça demande plus d'entretien. Donc non, je n'ai jamais joué avec un GBBR, j'ai jamais acheté un GBBR autre que des PA. Mais pourquoi pas par l'avenir en avoir un pour l'été ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas fermé à la question. Ok, elle me fait un peu rire l'affaire puisque j'ai rien qui correspond à ce que j'ai dans mon sachet numéro 1. Bon, ça commence bien l'affaire. Toutes mes pièces sont plus grandes que ce qu'il me demande de monter. Ouais, je vais serrer, hein, si vous me faites ouvrir 25 000 sachets là d'un coup. J'ai aucune des pièces. Oh là là là, ça sert à quoi de les numéroter si c'est pour... Ah, les Chinois, c'est plus ce que c'était. C'est un peu raciste ça, non? Je comprends au montage. Ça commence bien, on est à la première pièce, j'ai déjà fait 2 erreurs et je trouve pas les pièces. Alors ça va être vraiment, vraiment long. Je suis en train de penser qu'il va falloir que j'anticipe de changer les cartes SD parce que là, on va clairement pas tenir la durée du tournage. Bon, ça prend un peu de temps à faire, mais je pense que c'est nécessaire parce que sinon je vais pas m'y repérer avec toutes les pièces. L'organisation. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'organisation, c'est la clé. Si vous voulez, je fais du coaching en développement personnel, si ça vous intéresse. Non, je déconne, c'est une vanne. Mais par contre, je vais pouvoir faire un tuto comment rester zen en faisant un Lego technique. Parce que je crois que je vais finir par serrer. Hop. Non, en vrai, de base, j'aime bien. Et c'est la première fois que je fais un Moule King. Hein. C'est pas sponsorisé du tout par Moule King, mais je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers Lego technique. Hein. Pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait un Lego technique. Je sais pas si vous allez le voir ici. J'ai un chariot élévateur. Alors sur cette caméra-là, non. Sur celle-ci, peut-être. Bref, j'ai un chariot élévateur qu'on m'avait offert en Lego technique. Ok, bon, j'ai déballé tous les sachets, j'ai toujours pas trouvé ma pièce manquante. Ça va être long, ça va être long. Parce que là j'en ai une grise qui correspond. Ah, mais lui il me parle d'une noire. Alors je sais pas si les couleurs c'est plus pour un esthétisme final de la réplique. Ou pas, on verra ça à la fin. On va essayer de respecter en tout cas. Sur le papier ça me paraissait hyper facile, genre beaucoup plus facile qu'une voiture. Mais au final, quand on voit l'interne, il y a des mecs qui se sont bien fait chier pour ça. Hein. Ouais, c'est comme pour tous les projets, il y a un petit temps d'inertie au départ. Je vous le cache pas. Mais là, après, une fois qu'on va avoir compris, on va y aller fissa banco. Et puis après, on va faire erreur sur erreur sur erreur. Et on va tout redémonter. On fait les paris ou pas? Moi, je me connais sur ce genre de choses. Je crois comprendre le truc. Je fonce tête baissée. Ah, ok. Alors la différence entre les petits pins blancs et noirs c'est les mêmes, sauf que les blancs, technique pin without friction. Alors si j'en crois mon anglais légendaire, pin technique sans les frictions. Donc une pièce qui est faite pour tourner sur elle-même quoi. Ah ouais putain en plus ça marche vraiment. Il y a 0 friction. Incroyable. Ils sont forts ces Chinois quand même. Allez on va y arriver. Je suis armé de questions. Du coup, je vais peut-être pas les enquiller aussi vite que ça, les questions FAQ, parce que sinon je vais arriver à la fin de la réplique, que j'aurai pas de questions. Bah, c'est ça, il y a 133 pages, j'ai 20 questions, 25 questions. Faire un petit calcul, si j'en fais une toutes les 5 pages, ce serait pas mal, je pense. Attendez, je ferai la calculette pour vérifier. C'est dingue, aujourd'hui, on sait rien faire sans calculette. 130 divisé par 5, 26. Oh putain, quel génie. Allez, on va dire toutes les 6 pages, je fais une question. Tac, tac, tac. J'adore cette sensation dans les Lego quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne et que ton esprit il est concentré que là-dessus. Tu penses à rien d'autre qu'à ça.
Alors c'est sûr qu'en vidéo c'est pas hyper intéressant, puisque du coup je ne parle plus, je suis focus. Mais par contre, il se passe quelque chose là, tu sens ça, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Bon, on ouvre la page 8, donc je suis sur le système de tir, ça fait un quart d'heure, j'ai mis un quart d'heure pour fabriquer ça. On sent qu'il y a des élastiques qui arrivent, et que du coup, ben, on est clairement sur le système de tir. Je me posais la question de ce que j'étais en train de fabriquer, j'ai ma réponse. Et du coup, en parlant de réponse, on enchaîne sur la prochaine question. Comment avez-vous aménagé votre terrain afin qu'il soit le plus agréable à jouer possible? Une question de Airsoft Taylor. Donc, merci Thibaut pour ta question. Alors c'est une bonne question. Alors au tout début, on l'a aménagé de façon à ce que ce soit jouable à peu près tout de suite. Donc en fait, ça a commencé de briques et de broc. Tout simplement, on faisait avec ce qu'on avait sur place. Et ce qu'on avait sur place, c'était des arbres tombés. Donc on avait simplement empilé quelques bouts d'arbres tombés pour faire quelques palissades. Et puis commencer à jouer comme ça. Sachant qu'au tout début, quand on a joué sur le terrain, on jouait que entre nous, entre proches. Donc on faisait peut-être du 4 contre 4. Donc on n'avait pas besoin d'un terrain non plus super aménagé. Et puis de fil en aiguille, on a voulu commencer à aménager un petit peu. Donc ça a commencé par amener quelques palettes, un peu de récup à gauche, à droite. Puis ça s'est fait en 4 ans, toujours à vouloir plus. Et du coup, ce qu'on a voulu par contre sur le terrain, c'est tout de suite sortir de simples palissades et construire des modules qui soient identifiables. Bah, c'est simple, on a une église, une forteresse, un char, un bunker, un labo, un hélicoptère, un fortin et des abris. Donc on en a même 8. Et en fait, ça permet tout simplement de pouvoir un peu identifier sur le terrain. Quand on veut annoncer la position d'un ennemi, bah, on ne dit pas il est à telle palette devant là. On peut directement annoncer un peu le bâtiment et faire un peu... Voilà. Je trouve que c'est plus simple pour la communication d'avoir des bâtiments identifiés, puis même pour le look du terrain en général. Donc voilà un petit peu comment on l'a voulu ce terrain. Sachant que malheureusement, on est un peu limité en termes de dimension. On joue sur à peu près 70 mètres de large et on ne peut pas aller au-delà puisqu'il n'y a pas l'espace. Donc du coup, le terrain se veut par définition assez dynamique. Voilà un petit peu pour l'aspect terrain. On peut continuer sur la fabrication de cette belle gâchette. Magnifique! Quelle belle poignée pistolet. Quelle belle queue de détente. Ça promet. En vrai, franchement, ça fait quali. Ça fait... Jusque-là, pas mal. On va voir la finalité s'il arrive à tirer quelque chose, mais plutôt agréablement surpris. Maintenant, le manuel dit qu'on va attaquer le corps de la réplique, mais avant ça, petite question. Alors en plus, c'est une question, mais qui en vaut plusieurs. Hop, alors la première, tu filmes avec quel matos, surtout dans ton bureau de DJ Airsoft? Il y a aussi niveau matériel d'enregistrement vidéo pour Airsoft, qu'est-ce que tu conseilles? De Karma Roast 4720. Et question technique, avec quelle caméra filmes-tu tes parties, tes vidéos, etc. de Jocelyn? Alors du coup, pour faire simple, quand je filme dans mon bureau, je filme avec les 2 caméras qui sont en train de me filmer là. Donc je filme avec des caméras Sony A7S3, donc c'est du matos quand même déjà un peu professionnel. Je sais pas ce que je vous recommanderais pour commencer, parce qu'on est tout de suite sur un investissement. Après en partie, donc les introductions, généralement j'essaie de prendre ces caméras là. Parce que généralement je les fais quand ça joue pas, donc ça craint rien au niveau du matos. Par contre je les emmène pas avec moi en jeu, ou alors si je les emmène c'est dans le sac et je les sors que quand ça craint pas. Mais quand je vais filmer mes parties, mes gameplays, ça va être tout simplement de la GoPro. Du coup je vais mettre une GoPro sur le casque, qui est une GoPro 12. Et quand je peux je mets une GoPro sur la réplique à l'envers, qui est une GoPro 11 je crois de mémoire. Voilà. Après sinon ce que je peux conseiller aussi c'est d'avoir une run cam pour vraiment voir le shoot en elle-même de la réplique posée directement sur le rail de la réplique. Voilà, je pense qu'avec ça, c'est parfait. Mais sinon, ne serait-ce qu'une GoPro sur le casque, ça peut suffire pour commencer à filmer des parties. Voilà pour la partie matos vidéo. Donc 3 questions en une. Tac. Donc je pense que la prochaine question, elle arrivera quand j'aurai fini le corps de la réplique. En fait, je suis deg parce que là, typiquement, je me serais bien mis un peu de musique avec ça. Mais merci YouTube. Si je mets de la musique, je pense que là, je vais être striké direct. Donc si vous voulez, je peux chanter a cappella. Non, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée. J'adore faire 2 choses en même temps. C'est le truc que normalement je ne sais pas faire. Donc parler et monter les pièces en même temps, c'est compliqué pour moi. Mais vous, au montage, vous n'allez pas le sentir. Je vais vous mettre que les moments où je parle. Mais sinon, le reste du temps... Je fais des grimaces, je me concentre. Et je ne parle pas. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait du Lego technique, ils savent ce qu'on ressent. Tu sais, quand on a peur de se planter. Et des fois, se planter juste d'un seul bitonio, on s'en rend pas compte sur le coup.
Mais en fin de projet, tu sais, au moment où tu assembles tout, ben, à un moment donné, tu peux pas clipper parce que tu t'es trompé d'un cran à un endroit. Et puis malheureusement, le jour où il faut le bouger, ben, t'es bon pour redémonter la moitié. Je pense que c'est déjà arrivé à tout bon constructeur de Lego Technique et c'est ce que je redoute un peu sur celui-là. Donc j'essaie vraiment de faire attention aux positions, même si ça prend du temps. À titre d'info, je ne suis que page 20 et il y en a 133, donc autant vous dire que la vidéo n'est pas finie. En fait, je suis en train de percuter que depuis tout à l'heure, je lis le livre comme un teubé, d'une page à l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais en fait, c'est une page et une page. Non, mais c'est pour ça que je comprenais plus rien. Bon, ça va, ça me fait pas sauter d'étape, heureusement pour moi, mais ce serait bien de savoir lire, tout simplement, Jérémy. Non, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, mon cher Skelly, devrais-je dire? On commence à se rendre compte un petit peu de l'ampleur de la réplique. Je pense que c'est une taille 1-1, hein, ça doit faire la taille d'une vraie. Hein. Du coup, on va peut-être se refaire une petite question. Et cette question, elle est posée par Tao GF Skilla. Est-ce que vous faites des parties mineures? Alors, non. En soi, on ne fait pas de parties mineures. Parce qu'il faudrait déjà une sacrée communauté de mineurs pour pouvoir organiser des parties. Chose qu'on n'a pas forcément. On n'a pas les répliques adaptées, puisqu'on n'a pas le droit de leur prêter des répliques avec lesquelles nous, on joue. Donc voilà, et il y a tout l'aspect assurance, voilà, de faire venir des mineurs, ça complique vraiment. En tout cas, on ne peut pas les faire venir sur des parties des dominicales classiques, donc sinon ce serait plus du nerf ou des répliques vraiment peu puissantes. Mais on n'a pas de demande pour ça, donc du coup on le fait pas. Voilà pour les mineurs. Et nous on continue sur l'avancée de la crosse. Bon, j'adore. Ah, ils faisaient pas de zèle, hein, les fabricants de la notice. Parce que du coup, on passe de la fin de l'assemblage de la crosse à la poignée qui est installée. Mais autant te dire que le schéma d'installation de la poignée, c'est un peu à toi de deviner comment ça se passe, quoi. Ça, c'est pas très ouf. C'est exactement là qu'on croise les doigts pour pas s'être planté d'un petit bitonio. Incroyable! Maman, regardez-moi ça. Tout le système de gâchette à l'intérieur. Là, ça va être le bouton d'éjection du chargeur. Putain, ça va faire une belle machine. Hein. J'ai hâte. Allez, on va passer au sachet 2. Par contre, c'est bizarre qu'il me reste des pièces quand même. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? S'il reste des pièces, c'est qu'on s'est planté ou c'est durable? Bon, ben, on verra bien. On va passer au sachet 2. Avant ça, une petite question. Alors celle-là, elle est de Rémi Buisson. Est-ce que tu pourrais nous sortir une vidéo où tu joues sniper? Oui, carrément. Faudrait que je prenne le temps d'aller sur un terrain qui s'y prête bien, que je fais mon snipe, parce que là, mon snipe, j'ai eu un problème sur le verrou. Je pense que j'ai ma tête de cylindre qui s'est desserrée. C'est la première fois que ça me le fait sur mon VSR 10. Donc là, je vais réparer ça. Puis une fois qu'il sera opérationnel, ouais, pourquoi pas aller sur un terrain qui s'y prête. Après, je trouve que le snipe, ça se prête vachement plus à un gameplay orienté pour le frag, en fait. On veut aller voir du beau shoot. Alors, quand je sors avec mon escouade, c'est pas du tout le jeu qui s'y prête. Mais par contre, si on va faire une petite dominicale sur un terrain, mettre une configuration un peu sympa de caméra dessus et vous filmer ça, ouais, c'est vrai que ça peut être cool. Donc, je me le note dans un coin de la tête et puis on se fera ça prochainement. Allez, nous, on continue avec le sachet 2. Ça prend forme. Il y a le mécanisme de tir qui commence à prendre place avec la culasse. En vrai, le ressort, il est pas mal costaud quand même. Je pense que ça va partir assez fort quand même. On verra. Du coup, là, ils me font construire, je pense, tout le capot qui vient au-dessus. Donc, du coup, ça, je vais la mettre de côté. Et je vais en profiter pour prendre une petite question. Et cette question, elle est posée par le nounours, alias Franck, un habitué de notre terrain, qui me demande quel âge j'ai. Eh ben, j'ai 32 ans. Et la deuxième question, penses-tu rester que sur des dominicales, petits OP pour ton futur de Airsoft, ou penses-tu essayer du RP 1000 sim comme j'ai fait, du genre Opération Bête de Guerre ou Cold Réponse 2? Eh ben Franck, très bonne question. Honnêtement, nous sur notre terrain, je pense qu'on restera dans le délire des petites dominicales telles qu'on le fait, même si des fois on fait des demi-scénarios sur des journées un peu plus RP. Mais c'est plus au compte-gouttes parce que ça plaît pas à tous les membres de l'assaut tout simplement.
Donc du coup, vu qu'il en faut pour tout le monde, ben voilà, on essaie de s'adapter. Après, d'aller faire ce genre d'OP, moi je suis bien chaud de tester ça. Après, à voir avec l'équipe s'il y a certains de mes membres qui sont, enfin des membres de l'asso qui sont chauds pour s'initier aussi à ça. D'ailleurs, on va continuer, ça parle milsim. Ah ben, il y a 3 questions qui s'enchaînent, je viens de voir. Du coup, bah, justement, Paul Bajodek, quel est ton avis par rapport au milsim? Bah, du coup, je pense que le milsim, pour ceux qui cherchent vraiment à faire des actions, reproduction d'actions militaires, bah, honnêtement, il n'y a pas mieux que le milsim pour ça, hein. On peut quasiment tout reproduire au niveau de l'airsoft, donc là-dessus, c'est plutôt cool. Après, on a intérêt à jouer avec des personnes qui viennent chercher exactement le même jeu. J'ai jamais fait de partie réellement milsim, on a fait des parties un petit peu RP, un petit peu plus sérieuse que de la simple dominicale, hein, même sur des OP et tout, mais jamais poussé jusqu'au milsim. Donc, du coup, je serais très mal placé pour en parler vu que j'en ai jamais fait. J'ai déjà côtoyé, on a déjà reçu 2 personnes qui faisaient du milsim qui sont venues s'entraîner une fois sur notre terrain. J'ai trouvé ça très très sérieux de leur part, hein. C'était presque de l'entraînement militaire pour le coup. Je comprends qu'ils soient intéressés par ça, mais moi je suis en train de me dire que ça sort un petit peu du cadre de l'airsoft. Pour moi, c'est plus l'airsoft tel que je le pratique et tel que je le vois. On est presque dans une autre discipline en soi. Le milsim, pour moi, c'est presque indépendant de l'airsoft. Alors, ça utilise des répliques, mais c'est presque plus de l'airsoft tel qu'on l'entend pour moi. Et la dernière question par rapport à ça, c'est Tin Airsoft. Salut Tin. Et du coup, il me demande, lui, si tu devais recommander une OP milsim, laquelle choisirais-tu? Ouais, elle est gratuite celle-là. Et bah du coup, je pourrais pas t'en recommander puisque j'en ai jamais fait, donc je serais très mal placé pour le faire. Après, apparemment, là, c'est Call Réponse hein, qui est vraiment... Enfin, du moins, c'est l'une des plus médiatisées, j'ai l'impression. Donc, puis j'ai vu plusieurs rétex qui disaient que c'était plutôt bien dans l'ensemble. Donc, je pense que s'il y en a une à faire, ce serait celle-là pour le coup. Après, honnêtement, je suis très mal placé pour juger de ça. Donc, voilà pour mon avis sur le milsim. Et tout ça, ça va nous faire avancer la réplique. Alors du coup, petit récap où j'en suis, ça fait maintenant... J'ai déjà vidé une partie de carte SD. Ah putain, je parle même pas dans le micro. Bon, c'est pas grave, j'ai... Eh ben heureusement que j'ai le micro-cravate, parce que je l'ai mis pour ça, parce que j'en étais sûr que j'allais finir par zapper ce micro-là. Donc là maintenant, au niveau de la réplique, j'en suis à la page 65, donc globalement une bonne moitié de faite. Je pense que la moitié la plus dure a été faite. Il va rester à construire les chargeurs, la crosse, refermer le couvercle. Je pense qu'il y a 2-3 autres accessoires aussi au niveau du tir à voir. Mais j'espère avoir fait le plus gros, donc on est reparti, on continue avec tout ça. Let's go! Bon, on ouvre là un peu plus de mi-chemin au niveau de la revue, donc on est page 80 sur 130. Donc la réplique prend vraiment forme, hein, c'est sympa. Le système de tir est bientôt opérationnel, je pense, donc hâte de pouvoir tester ça. Du coup, ça va être l'occasion pour moi de tout simplement vous inviter à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, c'est hyper important pour la suite de la chaîne, le développement, savoir si on continue un peu à y mettre du cœur, à sortir une vidéo par semaine ou si je lâche un peu l'année prochaine. Ça va dépendre vraiment de vous et de l'engagement que vous mettez sur les vidéos. Et moi, du coup, je vais enchaîner avec une question. Donc la question, c'est d'Octoplus. Comptes-tu faire des parties à thème dans l'année avec des petits scénarios autour de Noël ou autres? Alors, très bonne question. Puisque le mois prochain, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Noël et je pense qu'on fera une petite partie à thème qui sortira vraiment du cadre d'une dominicale pour un peu marquer le coup. On l'a déjà fait les années précédentes et je pense qu'on continuera à le faire. Donc voilà, après pour les petits scénarios, au mois de mars, je pense qu'on va proposer quelque chose aussi de plus sérieux, mais vu que pour le moment rien n'est établi, je ne vais pas vous en parler puisque c'est pas dit que ça se fasse, mais normalement au mois de mars on va faire quelque chose, donc je reviendrai vers vous à ce moment-là pour vous présenter tout ça quand ce sera le moment voulu. Je commence à fatiguer un peu parce que je pensais pas que ce soit aussi long de monter ce Lego technique. Je pensais clairement qu'en 2-3 heures ce serait plié et force est de constater que non, puisque ça fait une paire d'heures que je monte ça maintenant. Mais de toute façon, on va continuer, hein, pas le choix. Le setup de tournage est en place, je vais pas l'arrêter, donc on va finir ça ensemble. Let's go. Hop, page 85, on enchaîne avec une question de Fantôme AMR. Quels sont les projets roadmap pour l'année 2025 vis-à-vis de YouTube et de tes projets Airsoft, ton terrain de manière générale?
Ah, j'aimerais bien vous proposer une vision aussi long terme en me disant que tout est prévu pour l'année prochaine, c'est absolument pas le cas. Cette chaîne, elle est un peu au jour le jour, semaine par semaine. Alors j'ai des idées un petit peu de direction dans lesquelles aller, mais j'ai rien de tourné en avance, hein. Là, typiquement, la vidéo, elle sort aujourd'hui, mardi. Et là, on est lundi soir. Je suis en train de finir de monter la réplique. Donc, il va falloir que je monte tout ça demain pour vous la proposer demain soir. J'ai vraiment aucune avance de contenu à vous proposer. Donc, du coup, justement, aussi, c'est un avantage, hein. C'est vraiment vous qui pouvez dire où est-ce qu'on va avec cette chaîne, la direction qu'on y prend, etc. Vu que rien n'est figé dans le marbre. Après, par contre, j'en ai parlé un petit peu avant. Je pense qu'on fera vraiment une grosse partie sur notre terrain au courant du mois de mars. Il faut qu'on se mette sérieusement dessus, là, qu'on commence à y bosser. Après, on a prévu du coup d'aller faire un CQB en Belgique, le gros CQB en Belgique. Et puis globalement, je pense qu'on essaiera aussi de se recaler une OP, voilà un petit peu pour les grandes lignes de l'airsoft. Après, je peux pas non plus tout vous spoiler, mais il y a plusieurs choses aussi en cours. Donc voilà, j'ai plein de pistes, plein de projets. On verra si ça voit le jour ou pas. Je veux pas trop en dire parce qu'après, sinon je vais être un peu obligé de les faire. Et là, je vais me laisser la liberté de pouvoir les faire ou pas. Donc je vais pas trop spoiler, mais voilà un petit peu dans les grandes lignes où on va pour l'année prochaine. C'est une bonne suite pour la prochaine question là, qui est de Jocelyn, toujours. Penses-tu faire un tour de France pour jouer avec tes abonnés? Alors je pensais pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'avec 4000 abonnés, je sois attendu aux quatre coins de la France. Si c'est le cas, dites-le moi dans l'espace commentaire. Invitez-moi à jouer, je verrai si je pourrais me rendre dispo. Mais non, je pense pas. Je pense pas faire un tour de France. Ça me prendrait tout simplement trop de temps, je pense. Et puis en plus de ça, j'ai pas cette prétention-là d'être attendu aux quatre coins de la France. On verra ça plus tard si la chaîne continue de se développer. Est-ce que je vais tout péter en prenant une pince pour clipser des Lego? Peut-être. Mais ça commence à me prendre la tête. Non, ce n'est pas cassé. On va faire un vrai truc de youtubeur, mais allez, si la vidéo elle fait 500 likes, on va essayer de l'emmener sur un terrain et de faire un frag avec 500 likes. Allez, je vous laisse mettre vos meilleurs pouces bleus pour m'encourager. J'adore, tu sens la loi de merde qui oblige de mettre un bout orange sur une réplique, comme si t'allais faire un braquage de banque avec un truc comme ça, tu sais. Moi je suis content, j'ai cru que je m'étais planté, qu'il y avait une plaque grise qui était restée là, mais non, en fait c'était bien ça. En fait j'ai vraiment la sensation je ferai un petit review à la fin de la vidéo de ce que je pense de cette réplique au montage, mais j'ai l'impression qu'il recycle beaucoup de pièces et que, du coup des fois on se retrouve à devoir fabriquer des pièces alors que c'est juste c'est pas fourni dans le catalogue en fait. Et justement, des fois, on a l'impression qu'il y a des pièces qui sont grises au lieu de noires. Enfin, clairement, ils doivent recycler dans plusieurs catalogues les pièces. C'est la sensation que ça me donne. Après, c'est pas forcément un mal pour un bien, mais ça fait bizarre à la construction sur certains points. Ça fait se poser des questions pour rien, en fait. C'est plus ça. Bon, je viens de faire une petite pause repas. Du coup, on est reparti avec une question. La question, c'est de TaoGF Skilla. Est-ce que tu comptes faire des jeux concours un peu comme HBV2K de la HBKV2 pardon, de la ZAT? Oui. D'ailleurs, je pense que tu dois être un des nouveaux abonnés pour me dire ça, puisque j'en avais fait un pour mes 1000 abonnés. J'avais fait gagner un de mes Deagle. Et là, justement, pour mon Noël, je pense qu'on va faire quelque chose. Là, je suis en pour parler avec un partenaire pour pouvoir vous offrir quelque chose. Donc, oui, c'est en cours et je pense que je continuerai à le faire. Voilà, bon, allez, on reprend la construction. Bon, à l'entame de ce troisième sachet, je vais lire une question, et cette question, elle est encore de Jocelyn. Salut Skelly, comment as-tu découvert le monde de l'airsoft? Alors, l'airsoft, j'en avais entendu parler depuis longtemps. Ça fait longtemps que je m'y intéresse. Je crois que la première fois que j'ai envie de m'acheter une réplique, ça devait être en 2009, quelque chose comme ça. 2009 ou 2000... Non, je dis des bêtises, ça va être 2010 ou 2011. Il y avait la sortie, je crois, de la Tokyo Marui, la Sop Mode Tokyo Marui, j'ai failli l'acheter. Et en fait, après, je suis plus parti vers le paintball. Et mon retour à l'airsoft qui est venu quelques années plus tard, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée tout simplement, parce que l'histoire, elle est quand même assez belle, et j'en ferai une vidéo dédiée de comment j'ai commencé l'airsoft, et pourquoi, et à cause de qui. Je pense que ça pourra vous plaire. Et ça continue encore et encore. Allez, page 110. Il me reste 15 minutes de film, de pellicule, si je puis dire. Alors, là, cette question, elle est de
Ekexis 02. Ekexis 02. J'ai l'impression d'être un prof qui écorche les prénoms à la rentrée. Bon, bref. Comment avoir un terrain pour une association? Qui aller voir? Où se renseigner? Eh ben, très bonne question, puisque nous, on a vraiment galéré à ce sujet. C'est vraiment un sujet qui est pas facile. En fait, idéalement, il faut déjà repérer un terrain. Donc, je sais pas, tu te balades, tu vois un bâtiment abandonné, quelque chose qui te plaît. Après, c'est d'aller voir sur la carte du cadastre la parcelle qui correspond à ce terrain. Et après, c'est d'aller voir en mairie à qui appartient ce terrain. Normalement, ils sont capables de te donner l'info. Et après, de contacter le propriétaire et de lui proposer un arrangement pour que vous ayez la jouissance du terrain. Alors, des fois, il y a des propriétaires qui sont très sympas et qui en font, entre guillemets, don à l'association, dans le sens où ils ne demandent pas de rémunération, pas de loyer. Par contre, bien souvent, des fois, il va falloir payer un loyer, etc. Donc, après, c'est propre à chaque terrain, pour le coup, sachant que c'est plus dur, je pense, que d'avoir un CQB que d'avoir un bois. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà, j'espère que je t'ai répondu là-dessus. Nous, on continue avec notre cross. Il nous reste très exactement 22 pages. La cross prend forme. Allez. On enchaîne, page 118, nouvelle question de TLD Vince. J'aimerais connaître ton expérience quant à la création du team de joueurs. As-tu intégré une équipe existante ou en avez-vous créé une? Quelle expérience en tires-tu? Les choses à faire ou à éviter? Hey, bonne question. Alors nous, on a créé notre association, on est parti de nulle part. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ou pas? Ça, c'est la bonne question. Je pense que le mieux à faire, c'est quand même d'aller faire ses armes dans une association. Comme ça, tu vois un petit peu comment ça se passe. Et puis après, si tu ne t'y retrouves pas dedans, bah, tu peux éventuellement créer la tienne. Nous, ce qui s'est passé, en fait, c'est le terrain qui a fait qu'on a créé une association. En fait, à l'époque, on a commencé l'airsoft. On avait été jouer un peu autour par chez nous. Il y a des terrains qu'on aimait bien, des terrains qu'on aimait un peu moins bien. Et en fait, tous les terrains qu'on aimait bien, ils sont fermés les uns après les autres. Et en fait, il restait plus que les terrains où, bon, une fois sur deux, ça se passait pas très bien quand on y allait, on n'était pas d'accord avec toutes les règles. Plutôt que de ronchonner et être dans l'opposition, on s'est dit, bah, pourquoi nous, on ne montrait pas notre terrain aussi? Ça n'a pas l'air d'être si compliqué. Et au final, c'était quand même assez dur de trouver un terrain. Par chance, on a un membre de l'association qui disposait d'un bois. Donc du coup, ça nous a permis de développer notre terrain. Et c'est suite au... D'ailleurs, je dis membre de l'association, mais au début, c'était pas du tout un membre de l'association, c'était juste un proche. Parce qu'il n'y avait pas d'association. Et en fait, on a commencé à monter le terrain, on a commencé à jouer que entre nous, donc on n'avait pas vraiment besoin d'association. En fait, on était une association de fait, on n'était pas déclaré en tant qu'association loi 1901, sachant qu'à partir d'un moment où il y a un groupe de personnes qui se rassemblent, même si vous ne faites pas de démarche, en soi, vous êtes quand même une association de fait. Donc du coup, nous, c'est cette volonté d'étendre le terrain et de commencer à recevoir d'autres joueurs qui a fait qu'on a dû prendre une assurance, et pour prendre une assurance, c'était plus simple d'être en association, déclarée, et c'est comme ça qu'on a fait la démarche. Et pareil, notre équipe, elle était principalement au début fondée soit de proches. Je jouais avec mon père, mon beau-frère, mon meilleur ami, les copains de mon meilleur ami, et puis après on a étendu un peu le cercle. En fait, on a fait découvrir l'airsoft à beaucoup de monde, et il y a des personnes qui ont rejoint l'association comme ça. Du coup, il y en a très peu qui ont d'expérience au final dans l'association. On a que 2 ou 3 joueurs qui ont une expérience dans une autre association. Tous les autres, c'est que des premiers membres, des premiers joueurs d'airsoft. Donc voilà, nous, comment ça s'est passé. Après, au niveau des erreurs ou des choses à conseiller, en vrai, faut faire les choses. Il n'y a pas d'erreur à faire ou quoi, surtout dans ces milieux-là. Franchement, ça reste associatif, ça reste cool. Non, en vrai, je sais pas d'erreur, je sais pas de choses particulières à en tirer, mis à part que franchement c'est bien de se donner pour une bonne cause. En vrai, c'est pour faire kiffer les autres. Moi j'aime bien, et si t'es dans ce mindset-là, vas-y, fais-le, fonce. Y a pas d'erreur à faire en soi. Enfin voilà. J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Nous on continue sur la cross. La cross est presque finalisée. Là, elle était assez technique, la cross, on pense pas comme ça, mais... Sympa. Donc vous l'avez compris, la cross est finie, ça veut dire question, et celle-ci, elle est de Tine, qui me dit « Ne trouves-tu pas que l'airsoft devient de plus en plus inaccessible financièrement ?
entre l'achat du matériel, les consommables, l'essence, l'épave presque systématique, ne regrettes-tu pas l'époque où l'on pouvait jouer gratuitement? Alors la première partie de la question, est-ce que c'est inaccessible financièrement? C'est vrai que ça devient de plus en plus cher, effectivement. Après, plus en plus on s'installe dans la pratique, plus on a envie de matériel toujours un peu plus performant. Et là, c'est vrai que ça vient vite taper le portefeuille. Maintenant, pour un débutant qui se lance, je trouve que maintenant, il y a quand même pas mal d'offres de répliques en dessous des 200 € qui peuvent être fiables en sortie de boîte. Et ça, c'était pas forcément le cas. Enfin, fiable et performante en sortie de boîte, c'était pas forcément le cas quand j'ai commencé, où il fallait tout de suite passer par la case upgrade, ou alors on était embêté avec des répliques pas chères, etc. C'est pour ça aussi que j'avais fait le choix de partir directement sur du Maru à l'époque. Donc inaccessible financièrement, ça dépend. Donc moi j'ai envie de dire non, puisque quelqu'un qui prend une réplique à moins de 200 €, il trouve un peu de gear de l'armée française déclassée, une paire de lunettes, un masque, un sachet de billes, et il peut aller jouer. Globalement, c'est ça. Après, c'est vrai, hein, je comprends le sens de ta question, qu'aujourd'hui tu vas sur des OP avec des taggings, fumigènes et tout, c'est tout de suite un budget conséquent, etc. Donc l'essence, malheureusement, ça on y est pour rien. L'épave systématique, malheureusement, pour être de l'autre côté, en tant qu'association, ça vite... l'association qui gère un terrain, on a vite des coûts. Hein. Alors nous, en plus de ça, on aurait investi tout dans des matériaux pour toujours construire, donc c'est hyper cher. Mais la moindre association dans un bois, s'il y a un arbre qui est tombé, il faut l'abattre, faut une chaîne de tronçonneuse à remplacer de temps en temps, de l'essence, de l'huile pour la tronçonneuse, etc. Les consommables, enfin ça... Malheureusement, tout ça, c'est pas gratuit. Et moi, je l'ai pas connu l'époque où l'airsoft se pratiquait gratuitement. Ou alors si, mais c'était sur sauvageon, quoi. C'était sur des terrains qui n'étaient pas déclarés. Et du coup, il y avait personne à rémunérer. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Il n'y avait pas d'association à rémunérer, dans le sens à payer une assurance derrière, etc. Parce que en tant qu'asso, nous, on se rémunère pas du tout. Mais voilà. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire de donner au moins une petite PAF aux associations. Après, c'est vrai que maintenant les PAF ont tendance quand même à bien augmenter. Hein. C'est vrai que quand on commence à être à 20-25 € les parties au minimum sur des dominicales, dès que le terrain est un peu sympa, c'est vrai que ça peut vite faire un budget. Effectivement, dans ce cas-là, on peut pas jouer tous les week-ends. Maintenant, ouais, jouer gratuitement. Sinon, après, c'est de se faire inviter, de recevoir, si votre team elle a un terrain, de recevoir des fois d'autres équipes et de se faire réinviter en face. Il y a cet aspect-là, mais malheureusement, je pense que ça se perd de plus en plus. Donc je vais pas regretter cette époque-là parce que je l'ai pas connue, mais je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que c'est la société qui va dans ce sens-là. Globalement, ça touche pas que l'airsoft, donc voilà mon point de vue à ce sujet. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Bon, on va marier maman et papa maintenant. Hop. Rencontrer la réplique. Sympa. Bon, c'est purement décoratif. Hein. La lunette, on voit absolument rien dedans. Il y a quand même une partie vitrée, mais on voit pas du tout à travers. Le red dot. J'espère qu'elle va fonctionner à la fin, parce que je vous assure que je n'aurai pas le courage de redémonter. Alors, qui dit plus qu'une étape, dit question. Alors cette question, elle est de Diaboloman Airsoft. Moi, je pense que tout le monde connaît Diaboloman, je vais pas le présenter. Trouves-tu que la règle du semi n'est pas de plus en plus détournée de par la réactivité abusive de certaines répliques? Eh ben, bonne question. 100%, hein. Je suis 100% d'accord avec toi. Je vois bien sur le chemin sur lequel tu veux m'emmener avec cette question. Et je suis complètement d'accord avec toi qu'aujourd'hui, quelqu'un qui spamme une gâchette avec un titan ou une réplique avec un MOSFET bien réglé, il va clairement plus vite que du full de l'époque. Tu prends les premières Marui en full, ça cycle pas du tout, et au final c'est 3 fois moins réactif que quelqu'un qui spamme le SMI. Donc on en revient encore, nous tu sais, sur notre terrain on joue en full, et en fait on se rend compte que le problème c'est pas du tout le full ou le semi, c'est clairement l'utilisateur. Hein. C'est voilà, malheureusement tu as des comportements abusifs dans tous les cas, mais c'est pour ça aussi que nous on autorise le full, parce que on est dans des bois, et du coup des fois quand ça court, quand ça traverse, pouvoir mettre une rafale, ça peut être pas mal pour être sûr qu'il y ait une bille qui passe à travers les branches. Pareil, je trouve que c'est plus immersif des fois d'envoyer une petite rafale bien placée de temps en temps, plutôt que d'être là en semi. En fait,
je trouve que plus on devient, entre guillemets, bon à l'airsoft, précis du moins, moins on a besoin de jouer en full. Mais au tout début, nous, quand on a débuté, le premier terrain qu'on a fait, le full était autorisé, on avait adoré. Et après, on trouvait que des terrains en semi, et on comprenait pas pourquoi c'était interdit le full, puisque nous, on avait joué la première fois en full et ça s'était bien passé. Mais en fait, on en revient au problème. Souvent, le problème, c'est le comportement de certains joueurs. Donc nous, c'est full sur le terrain. On passe en semi dans les bâtiments pour éviter des tirs réflexes qui peuvent faire bien mal à bout portant. Mais voilà, dans l'idée, pour revenir à ta question, effectivement, je trouve que des répliques ultra réactives, ça vaut du full. Après, pareil, nous on dit full, mais c'est plus des rafales à l'arrière. Le full, on le laisse pour les batteuses. Il y a aussi ce respect des classes qui est important. Mais je suis d'accord avec toi que ça se perd avec des AR ultra réactives. On a beau leur dire semi, les mecs cadencent tellement fort au final. Malheureusement, je trouve que ça va à l'encontre de l'esprit de l'airsoft. Mais j'ai bien l'impression d'être un peu le seul des fois à penser comme ça, donc je fais pas la chasse à ça, hein, c'est tout, c'est comme ça fait partie de l'airsoft. Aujourd'hui il y a des technologies qui le permettent, alors allons-y, mais c'est tellement plus satisfaisant de pouvoir mettre juste un one tap à quelqu'un, donc ouais, lourd sujet, lourd débat, on pourrait en parler pendant des heures, mais semi full, semi ultra rapide, ouais. Le problème pour moi c'est pas la cadence, c'est les personnes, l'utilisation qu'en font les personnes. Hop. On continue sur le chargeur. Damn. Hop. Il me reste 4 questions. Est-ce que je ferais pas une petite pause question? Allez. La question elle est de Paquito. J'ai entendu un podcast, un membre de la FFA qui parlait des normes qui allaient évoluer avec le ENF 166F qui serait à disparaître car pas limité à 0,87 joules. As-tu entendu parler de ça? Que penses-tu justement des F, B en masque lunettes? Eh ben écoute, j'en sais rien. Simplement, j'en sais rien. J'avais pas du tout entendu parler de ça, donc je vais me renseigner. Merci de m'aiguiller sur ce sujet, enfin d'en parler, puisque comme ça je vais pouvoir me renseigner. Après, ouais, les lunettes, c'est un long sujet, long débat. En théorie, il y a la 3/4 des airsofters qui sont pas aux normes, hein, parce qu'à partir du moment où on n'a pas un masque ou des lunettes qui sont conçues avec l'élastique derrière pour qu'elles ne puissent jamais tomber, les lunettes sont pas en théorie aux normes. Mais vu que l'association, enfin l'airsoft, c'est régi par aucun sport, on n'a pas un règlement commun, et c'est peut-être de là que génère aussi peut-être les problèmes. On aurait un règlement, un tronc commun qu'on aurait à suivre sur tous les terrains, ce serait peut-être des fois plus simple, bien que de trop normer les choses, ça peut être embêtant, mais il y a bien la FFA qui essaie de faire quelque chose, mais c'est propre à chaque association, donc ouais, en soi, non, les lunettes, faites attention, prenez des lunettes aux normes, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, chacun est grand, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis pas au courant de cette lettre F, je me renseignerai, puis je te redirai. Voilà. Allez, ça continue. Le chargeur prend forme. On est sur la fin, il reste 2 pages. Il me reste 3 questions. Alors on est parti pour la question de Paul Bajodek, qui se pose la question de comment réussir à intégrer une équipe pour des OP ou des dominicales. Alors c'est tout simple, il suffit de voir les parties qui se font autour de chez toi, d'aller jouer en tant que freelance à des parties, puis une fois que tu es sur place, essayer de discuter un petit peu avec les membres de l'association, voir si ça se passe bien, savoir si éventuellement ils recrutent, s'ils sont ouverts, et puis voilà, ça se fait comme ça, tout simplement. C'est souvent une question d'affinité et de volonté de l'équipe de s'agrandir ou pas. Je prends notre exemple, nous on a un groupe, on est 17, et le groupe on a décidé de ne pas l'agrandir. On trouve que c'est un bon nombre pour qu'il y ait de la cohésion d'équipe. Donc du coup, il n'y a que les membres sortants qu'on remplace. Donc à partir du moment où on n'a pas de membres qui partent d'une année sur l'autre, il n'y a pas de nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans l'association. Mais toutes les associations ne fonctionnent pas comme ça, donc il suffit juste de voir avec tes associations proches de chez toi, et puis sympathise, quoi. C'est juste la clé du succès, elle est là. Putain, ça fit bien, hein. Les ressort, ils sont costauds, hein.
Oula, dernière page avant essai. Vite, vite, vite. Une question. C'est de nouveau Tin qui nous dit: ne trouves-tu pas que l'airsoft en France est trop restrictif entre les limites de puissance en FPS joule, les distances de sécurité imposées ou encore les répliques souvent bloquées en SMI? Penses-tu que ces règles brident trop notre pratique? Alors, tu me poses que des bonnes questions. Alors là, on est en fin de tournage, ça fait 6 heures que je suis en train de monter une réplique, je sais pas si je vais te faire la meilleure des réponses. Mais globalement, oui, c'est vrai qu'il devient de plus en plus restrictif. Mais je trouve pas forcément que ce soit mal pour autant. Ça met un peu un cadre. Et je trouve que maintenant, on a souvent un petit peu le même cadre d'une association à l'autre. On retrouve souvent à peu près les mêmes règles. Et je trouve que ça, pour le coup, ça va dans le bon sens. Ça évite, si chaque terrain a ses propres règles, pour les joueurs, c'est un peu difficile à assimiler. Je me souviens à une époque aussi avec la puissance des répliques, chaque association avait sa propre tambouille. Et on s'y retrouvait pas. Une fois la réplique elle passait, une fois elle passait pas. Une fois on pouvait jouer à tel endroit, mais plus à tel endroit. Du coup, là, pour le coup, je trouve que ça, c'est pas forcément mal. Après, c'est vrai que du coup, on perd un petit peu en liberté de l'autre côté. Mais bon. Justement, après, avec les répliques bloquées en SMI, on en parlait un peu plus tôt, que maintenant ça a plus trop de sens avec la cadence qu'on peut envoyer en SMI sur certaines répliques. Mais c'était à l'époque pour équilibrer un petit peu les classes, que la personne qui s'embête à porter une batteuse, et ben en fait elle puisse tout simplement avoir un vrai avantage avec son full, parce que là si demain tous les AR sont en full, effectivement il y a moins d'intérêt de jouer avec une batteuse. Mais je pense que là encore, le vrai problème ce serait par exemple tout simplement de limiter les emports en billes. Et là ça résoudrait tous les soucis en fait. Tu joues real cap, t'inquiète pas que t'as pas envie d'asmater comme un cingouin, et au final semi-full, le joueur fait son choix mais il sait ce que ça lui coûte. Donc voilà. Après, est-ce que ça bride trop? Non, je pense que c'est une évolution. En soi, là, pour le coup, je trouve pas que ça aille forcément dans le mauvais sens. Donc voilà mon ressenti à ce sujet. Hop, tac, tac, tac. Alors, on en est où du chargeur là? Alors, lui. Bon, le montage est terminé. J'aime pas trop, c'est jamais trop bon signe quand il reste des pièces. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un deuxième silencieux autre que le silencieux orange. Du coup, là, on se retrouve avec la réplique. On va essayer de charger ça sans prendre ça dans la gueule. Alors, eux, ils disent de mettre la bille. Voilà la réplique terminée. Oh là. Ouais, c'est vraiment pas fait pour emmener sur le terrain. Bon, j'espère que je n'aurai pas 500 likes avec ça, parce que pour moi ça me paraît compliqué d'emmener ça sur le terrain. La qualité globale est correcte. Il y a certains endroits qui font vraiment, enfin voilà, ça fait très très fragile quoi. C'est clairement pour accrocher au mur. C'est pas du tout pour les manipuler. Ils sont embêtés à faire un système de tir, mais ouais, ok, c'est fonctionnel, c'est sympa. On peut armer la culasse, tirer, mais ça s'arrête là. Clairement. Après, le look est sympa. Je le préfère en vrai que sur les photos d'ailleurs. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'ai une dernière question pour boucler cette FAQ. Elle est de Battle Perse. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de la discipline? Dans la vidéo donc, où j'ai demandé la FAQ, il me dit: dans cette vidéo tu décris une mauvaise expérience due à une organisation très discutable, et moi-même j'ai constaté une certaine dégradation de l'attitude de certains joueurs. Comme partout, ça dépend où tu vas jouer et avec qui tu vas jouer, c'est surtout ça en fait. C'est ce que, en fait, les joueurs ils l'oublient bien souvent, mais c'est eux qui font aussi la qualité du jeu. Alors effectivement, il faut une bonne orga en face, mais si tu as des joueurs avec une mentalité plutôt moyenne, on va dire, ça va être compliqué, c'est sûr. Donc après, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de parties qui sont maintenant en privé. En fait, il y a plusieurs teams de joueurs qui se regroupent entre elles parce qu'ils savent que ça se passe bien quand ils jouent ensemble. Et ils louent des lieux, ils font des parties privées, personne ne les voit passer, et eux kiffent leur airsoft. Ça fait un peu un airsoft underground entre guillemets.
Est-ce qu'on tend vers ça ou pas? Je sais pas. L'avenir de la discipline, malheureusement, tant qu'il y en a qui seront attirés que par le frag. Et là aussi, je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Hein. Quand on regarde des vidéos YouTube de gameplay, les 90%, c'est du frag, du frag, du frag, du frag. Enfin, regardez les miennes, moi j'essaie de pas mettre que ça en avant, justement. Après, sur certaines dominicales, ok. Mais sur des parties un peu plus roleplay, scénarisées, il y a tellement d'autres choses à aller chercher que le frag. Mais bon, non, en vrai, je reste quand même optimiste. J'ai pas envie de... Le monde va déjà assez mal comme ça. Si en plus notre passion est gangrénée, où allons-nous? Mais non, je reste quand même optimiste pour la suite. C'est vraiment aux orgas de proposer des parties qui peuvent convenir aux joueurs. Et aux joueurs de prendre conscience aussi sur tout ça. Et enfin, de la place qu'ils ont dans l'airsoft qui est ultra importante. Parce que, en fait, les gens, ils oublient les fondamentaux de l'airsoft, que c'est basé uniquement sur du fair play. Donc on s'en moque d'avoir la meilleure réplique, d'avoir le dernier upgrade HPA et tout. Si le mec en face il décide de pas vouloir prendre ses billes, tout ça sert à rien, hein, clairement. Donc voilà, revenir un peu aux fondamentaux, le fair play. C'est la base de notre sport, si on peut appeler ça un sport. Et c'est dommage, en fait, c'est ça, en fait. Le problème, c'est la nouvelle génération de joueurs qui vient chercher que du frag à tout prix, qui a besoin d'être ultra cadré, parce que sinon, ils vont tout faire pour interpréter des règles. Enfin, ils ont tout simplement pas la bonne mentalité pour jouer à l'airsoft, c'est tout. C'est plus la même génération de joueurs. Enfin, je suis vieux, moi, ça fait pas si longtemps que ça. Au final, que je fais de l'airsoft, ça fait que 6 ans. Mais on le voit, on peut le voir sur certains terrains. Mais là encore, nous, sur notre terrain, ça se passe toujours bien, puisqu'on n'est pas nombreux, on identifie vite les problèmes et on les résout rapidement. Et du coup, même si on a des joueurs qui sont là pour le frag, et pour le coup, sur notre terrain, ça s'y prête vraiment bien, ça crée zéro tension, parce que s'il y a quelque chose qui va pas, si la personne, elle a ce mat trop avec son SMI complètement fou, on va lui dire de se calmer directement, etc., vu qu'on est sur place. Enfin, voilà, il y a tout cet aspect-là à prendre en compte, je trouve, pour l'avenir de la discipline, mais... Ouais, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé, ça fait... Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. J'ai rempli je sais pas combien de cartes SD. Je pense que j'ai bien mis 6 heures à la monter quand même, cette réplique, je pensais pas. Je m'étais donné 2-3 heures en me disant ça va aller facile, il y a 1600 pièces, tranquille quoi. Et puis au final, non, ça prend quand même du temps, mais je suis content du résultat. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé le montage de cette réplique. Mettez pas 500 likes, parce que j'ai aucune envie d'aller essayer de fraguer avec ça quand je vois la puissance à laquelle parlent les billes. Honnêtement, je serais plus efficace à acheter des... Enfin, c'est même pas des billes d'ailleurs, les projectiles. Je serais plus efficace à acheter des billes directement sur les joueurs que de chercher à jouer avec ça. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, ça change un peu d'une FAQ classique. Sachant qu'ils ont toute une gamme, c'est pas du tout sponsorisé, hein. Mais Molting, ils ont toute une gamme de répliques. Donc moi, on m'a offert celui-ci, mais je crois qu'ils en ont une quinzaine. Ils ont du PA, de la M4, de la AK, je crois, enfin pas mal de choses. Donc si c'est des choses que vous voulez revoir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas me faire une petite collection de Lego là-dessus. Sinon, oui, j'avais dit que je terminerais par un petit ressenti général. Le ressenti général, c'est que ça manque clairement de rigidité, hein. Il y a du jeu partout, on peut vraiment pas emmener ça en partie sur le terrain ou même tirer sur des cibles avec, c'est pas du tout le but, c'est vraiment la collection, prendre du plaisir à le monter et le plaisir de le posséder, mais ouais, non, ça a rien d'une réplique d'Airsoft, on est d'accord. Après, c'était cool à monter, on retrouve vraiment un peu le même univers que les Lego. Des fois, je leur en veux un peu sur certaines pièces. Ils nous font faire des empilements et des empilements. On a l'impression que c'est juste parce qu'ils n'ont pas la bonne pièce en stock, entre guillemets. Mais je pense que Lego fait un peu pareil pour, je pense, réduire les coûts. Pareil, il me manquait une petite pièce que j'ai peut-être perdue. C'est con de ne pas en mettre juste une en rab au cas où. Enfin là, j'en ai 2-3 en rab, mais la pièce que j'avais perdue, je l'ai pas. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais ça, c'est pareil chez Lego. Donc là-dessus, rien à redire. Mais voilà, dommage que Lego ne fasse pas de réplique comme ça, parce qu'en vrai, je pense qu'il y aurait un marché à prendre. Parce que là, oh la vache, hop, on n'a rien vu, ça bouge pas. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé vous faire cette vidéo, même si elle a été bien plus longue que prévu. J'espère que, hop là, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Et du coup, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao ciao.
Fin de tournage. Il est 22h24. J'ai commencé à tout installer à 13h. Ouais, quand même. Quand même. Yes.